la ZAC de Batignolles, marque la limite de cette nouvelle intervention urbaine qui est une des dernières qui est en train de se faire à Paris, puisque Paris est un tissu totalement bâti, construit, il n'y a pas énormément de grandes opérations qui se font. Il est pour moi, en fait tout le projet du coup est bâti sur cette idée de comment arriver ou quelles sont les valeurs ou quels sont les points d'intersection entre le tissu parisien bâti globalement sous Haussmann et des nouvelles opérations qui représentent un petit peu la ville de demain. Dès le départ, l'immeuble, en fait la façade, n'est pas pensée par rapport à la fonction ou au programme, mais par rapport à sa posture urbaine. Donc ça s'exprime par une façade qui est vitrée à 50% avec des ouvertures très régulières et un rythme qui permet de construire pratiquement derrière la façade n'importe quel plan. Ensuite, l'immeuble a une palette de volumétrique qui est extraordinaire. Le rez-de-chaussée, il est souvent 5 mètres haut. Ensuite, le premier étage, il fait 2,80 m. Ensuite, je passe à 3,50 m, 3,40 m, un nouveau 2,80 m pour finir à 3,30 m. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie valeur ajoutée. Son rez-de-chaussée, l'espace d'intersection et de porosité avec la rue, souvent utilisé par un commerce, il est connecté au premier étage, ce qui veut dire que dans le temps, ça a permis à Paris de doubler sa surface commerciale et de la réduire en fonction de l'intérêt économique que le commerce trouvait dans le fait de prendre le premier étage, ou alors offrir un logement au premier étage qui servait souvent aux gens qui utilisaient le commerce. La caractéristique que nous avons héritée de l'architecture haussmannienne, ou les caractéristiques, celles qu'on a décidé de prendre étaient celles qui ont permis à l'immeuble haussmannien d'être un immeuble durable. Ce qui nous amène à la deuxième idée, qui est celle de dire que la durabilité est probablement très liée à la réversibilité ou à la flexibilité. Et ce qui en anglais, il y a un mot qui est assez intéressant qui s'appelle résilience, c'est-à-dire combien une forme elle peut changer pour revenir dans son état initial. Et l'héritage qu'on a choisi d'explorer est celui-là, c'est-à-dire comment je peux créer un morceau de ville que quelque part est prêt demain à devenir autre chose tout en restant le même. Après la révolution industrielle, après l'utilisation de la standardisation, on est arrivé à des architectures qui sont assez monofonctionnelles. Un immeuble de logement, il a 3 mètres de dalle à dalle. Un immeuble de bureau, il a 3,60 m de dalle à dalle. Donc quand on conçoit une architecture avec un volume très très précis, des dimensions très très précises, il est difficile qu'il puisse évoluer vers un autre usage. Ce qui est incroyable dans ce genre d'immeuble, l'immeuble de rapport, c'est que étage par étage, vous pouvez amplement, il est prêt à accueillir une nouvelle fonction. Donc si vous voulez un bureau, vous le faites au deuxième étage. Si vous voulez un logement étudiant, vous le faites au premier étage, 2,80 m. Si vous voulez un grand logement, vous le faites au premier et vice-versa. Ensuite, les structures des immeubles haussmanniens sont hyper claires. Donc 100 ans après, vous savez quel est le mur porteur, quel est le mur qui ne l'est pas. Et c'est des immeubles qui, d'un point de vue thermique, sont très compacts. C'est des immeubles mitoyens où j'ai peu d'isolation et j'ai besoin de peu de chauffage pour le chauffer. Après, il y a un vrai travail sur la profondeur de la fenêtre. Et comme on utilisait une seule fenêtre que nous avons développée pour le projet, cette même fenêtre, en fait, elle se bouge dans le cadre, ce qui fait qu'au nord, elle est totalement au nu du béton. Du coup, ça permet au logement à l'intérieur ou à l'espace, quelle que soit sa fonction, d'aller chercher la lumière. Au sud, elle se met en retrait pour finalement insérer une occultation par l'extérieur et surtout créer une ombre par le tableau même. Et donc, il y a une notion de profondeur qui se fait, et quand vous mettez de l'angle, vous voyez que malgré le même rythme, il y a encore une petite exception au-delà de la courbe, qui est justement la différente profondeur des différentes fenêtres. Donc, il y a un jet même inattendu, parce qu'on ne l'avait jamais fait avant cet immeuble, mais que je trouve in fine très intéressant sur le fait qu'un seul élément puisse, lui, juste en changeant de sa position, totalement changer la manière dont la lumière et le reflet jouent avec les deux façades.